Donc merci beaucoup Monsieur Melman de partager avec nous ce désir de Lacan, j'allais dire, c'est-à-dire cette initiative d'organiser des journées pour les 40 ans de la naissance de l'Association lacanienne internationale, que nous allons célébrer, j'allais dire, comme il se doit, comme il a toujours été ce trait de notre association, en travaillant. Le 18 et le 19 juin, pour ces journées qu'on a découpées en quatre demi-journées. Et donc j'aimerais vous proposer 4 questions, pour une question par demi-journée. La première qui concerne la pratique de Lacan. La pratique de Lacan qui reste parfois polémique autour de questions très concrètes, les séances courtes, le fait de faire des coupures, des scansions au lieu de faire des interprétations explicatives, par exemple, ou d'autres choses. Mais qu'est-ce qui serait, par rapport à cette pratique, aujourd'hui, en 2022, être lacanien, du point de vue de la pratique? La pratique de Lacan n'a, je crois, pas encore été individualisée, distinguée comme telle, et le fait que vous l'ayez mis au programme de cette rencontre est sûrement un bon signe intéressant. Pourquoi? Je vous répondrai très rapidement. La pratique de Freud, comme on le sait, était fondée sur l'interprétation, le déchiffrage. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait manquer de laisser, je dirais, aux patients l'idée d'un sujet supposé savoir, et même supposé tout savoir, et savoir la vérité. Une vérité qui serait libératrice, qui affranchirait. Et c'est sur ce type de malentendu, je dirais que Freud a disparu. La pratique de Lacan était fondée sur un rapport essentiellement différent à la vérité, et qui est que si c'est à l'autre, au grand hôte, que s'adresse la parole du patient, le grand hôte, il ne sait rien. Il est supposé savoir dans le transfert, mais dans la réalité, il ne sait rien. Je veux dire que sa constitution, comme en tant que réel farci, si je puis dire, d'un certain nombre d'énoncés, d'énonciations, de formules, d'agencements alphabétiques, etc., constitue un salmigondis dont le résultat, c'est que la seule vérité sur laquelle il puisse laisser celui qui a, dans la cure, lui a adressé sa demande, son appel, la seule vérité, c'est par son silence même de lui dire « ce à quoi tu t'arrêtes, c'est pas ça. C'est pas ça, mon vieux. Or, tu peux continuer, il faut continuer. Et c'est pas ça. Et ce sera encore pas ça. » Oui, allez-y, Omar. Mais c'est très juste, ça me permet de faire une transition avec la deuxième demi-journée qui nous paraissait indissociable de la première, puisque c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire que chez Lacan, ça nous paraissait impossible de séparer les deux. C'est-à-dire que dans sa pratique, il y a quelque chose, dans ce que vous venez de dire d'ailleurs,
cette manière d'incarner un silence. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour vouloir incarner ce silence? La place de l'analyste. Mais je me souviens qu'il y avait un séminaire d'hiver, il y a peut-être 3 ans, où vous avez évoqué cette expression qu'on utilise quelquefois de se taire à bon escient. Et vous aviez dit, se taire à bon escient ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il est là, justement, du point de vue éthique, comme vous venez de le dire, de confronter le patient à dire, ce n'est pas ça. Là où tu mets cette ponctuation, ce n'est peut-être pas ça. Et j'en propose une autre. Mais effectivement, non pas en l'imposant ou en l'expliquant, mais en faisant une coupure. Qu'est-ce que ça veut dire, se taire à bon escient? Parce que pour moi, c'est de l'ordre presque du nouage. Se taire à bon escient ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un silence confortable, on pourrait dire, de l'analyste. C'est plus compliqué que ça. Il est facile, au silence qui serait maintenu en permanence par l'analyste, de passer pour le souci de faire entendre ce qui dans l'autre serait la mort. Si l'autre se tait, c'est qu'il serait mort. Et comme on le sait, la mort du père joue évidemment un rôle notable dans le transfert. Est-ce que l'autre est mort ou est-ce qu'il est vivant? Eh bien, ce que cherche à faire entendre l'intervention à bon escient, c'est qu'il est ni mort ni vivant. Il n'est pas, tout simplement. Mais ça ne relève ni de la catégorie de la vie, ni de la catégorie de la mort. C'est pourquoi il peut paraître souhaitable qu'à certains moments, l'analyste puisse se donner à entendre pour témoigner que son incarnation n'a pas d'autre signification que celle que je viens d'évoquer. Ni mort ni vivant, mais dans l'analyse, il y en a un qui, à l'occasion, l'incarne, y compris dans le transfert, bien sûr. Comme support. J'ai une troisième question par rapport à cet ordre que nous avons souhaité pour ces journées et qui concerne l'enseignement de Lacan. Puisque Lacan a fait pendant presque 30 ans un enseignement régulier et il n'a pas eu peur d'aborder des sujets qui étaient peut-être compliqués à certains moments. Comment on pourrait distinguer dans le style d'enseignement, dans les différences avec Freud, qui avait, vous serez probablement d'accord avec moi, le souci de convaincre, là où Lacan, il n'en avait rien à faire de convaincre. Il a un style qui n'était pas une invitation, comme pouvait l'être le style de Freud. Quelle est l'attente que pouvait avoir Lacan de son enseignement? Pourquoi transmettre? Pourquoi était-il important de transmettre ou d'enseigner la psychanalyse pendant autant de temps? C'est la question générale de tout enseignement. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'enseignement? Dans l'enseignement de nos enfants, par exemple, qu'est-ce qu'on leur veut? Il y a des enfants qui sont parfaitement formés, c'est-à-dire préparés à une existence adulte, je dirais, tout à fait lucide et convenable, alors qu'ils n'ont jamais fréquenté les murs d'une école. Dans ce cas-là, le milieu familial est nécessaire à la formation. Mais la question de savoir ce que l'on attend
nous, aujourd'hui, d'un enseignement, alors qu'à l'origine, il a été strictement religieux. C'est-à-dire, on savait, à l'origine, non, j'exagère. Mais enfin, je ne vais pas déballer l'histoire des Grecs avec qui, justement, l'enseignement prend place. Mais disons que dans notre culture, il est bien évident que l'enseignement n'a jamais été fondé que sur l'idée de transmettre, je dirais, une foi. Bien, aujourd'hui, l'enseignement est essentiellement destiné à préparer les jeunes à leur insertion professionnelle dans la vie sociale. Elle n'est plus formateur, l'enseignement n'est plus formateur. Il est essentiellement la préparation à une insertion valable, à une place sociale avantageuse dans la vie sociale. Mais quand il s'agit de la psychanalyse, qu'est-ce que l'on attend de l'enseignement, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'un enseignement, ça marche en psychanalyse, alors que l'on sait que de toute façon, la direction de la vie psychique est commandée par l'inconscient et que l'inconscient est rebelle à tout enseignement, est réfractaire, est opposé, qu'il n'y a que dans la cure qu'il est susceptible éventuellement de trouver des accommodements avec l'ordre du signifiant. La question donc de ce que l'on cherche dans l'enseignement de la psychanalyse, si l'on écarte l'aspect purement pratique, c'est-à-dire celui d'une formation nécessaire pour lui assurer une couverture, un espace social, je veux dire qu'il y ait des psychanalystes pour faire que la psychanalyse existe, la question est à la fois restée, n'a pas été posée comme telle, elle est donc du même coup restée sans réponse, et c'est une question, je dirais, très intéressante. Qu'est-ce que nous attendons, nous, de l'enseignement que constitue l'ossature de notre association? Si je devais répondre sur ce que on supposerait que Lacan attendait de son enseignement, je dirais que ce serait peut-être d'abord une vérification. Une vérification sur la possibilité d'interlocuteurs. On peut tenir un discours qui ne trouve aucun interlocuteur. Enfin, ce n'est peut-être plus un discours à ce moment-là, mais peu importe. Disons un propos qui est la possibilité de trouver des interlocuteurs et des interlocuteurs qui résistent. C'est-à-dire pas seulement une adresse, mais un répondant. C'est-à-dire des interlocuteurs qui témoignent qu'ils reprennent non pas la leçon pour la réciter eux-mêmes, mais qu'ils organisent leurs propos à propos de ce qui, dans l'enseignement, est un impossible, rester en souffrance, rester en suspens, et à partir duquel s'autorise une reprise pour savoir s'il ne peut pas en être autrement. Par exemple, il n'y a pas de rapport sexuel. Est-ce un statut définitif
et qui serait lié donc au dispositif du signifiant? Ou bien est-ce une modalité de notre rapport au signifiant et qui fait que pour nous, il n'y a pas de rapport sexuel, par exemple? Mais donc on voit bien que dans ce cas-là, l'enseignement, c'est de transmettre une question essentielle en souhaitant qu'elle soit reprise et développée par d'autres. Et donc, comment expliquez-vous ce que j'appellerais cette sorte de résistance, ce confort que l'on retrouve souvent parmi nous, psychanalystes, à réciter, comme un mantra telle ou telle phrase, et à vouloir d'ailleurs transmettre cette même idée comme la leçon apprise qu'il faut apprendre par cœur. Est-ce que c'est une question de confort ou de résistance? Manque de courage? Je crois que ce sont surtout les restes de l'enseignement religieux. C'est-à-dire que ce que l'on vous demande, c'est de répéter la bonne nouvelle, de montrer que vous pouvez la répéter. Et puis ensuite, vous êtes tranquille et vous pouvez faire ce que vous voulez, quelle que soit la dite bonne nouvelle. Et j'imagine que c'est ce style qui imprègne l'enseignement habituel de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, à l'occasion des colloques, des congrès, de venir réciter la leçon. Et une fois qu'ils ont récité la leçon, on estime que c'est un certificat, un diplôme, je dirais, d'achèvement des études. Alors que ça n'est même pas le début. J'ai tout de suite deux idées qui me viennent en vous écoutant. D'abord, la différence entre savoir et connaissance, pour reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire il ne s'agit pas nécessairement de réciter des connaissances apprises par cœur, mais d'un savoir inconscient qui peut faire résistance. Mais l'autre idée qui me venait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, la question de la foi, et que là vous reprenez aussi par rapport à l'apprentissage du religieux. Alors qu'aujourd'hui, depuis quelques années, l'enseignement qui se fait, notamment en médecine, mais on le voit dans beaucoup d'autres métiers, c'est ce qu'on appelle cette médecine basée sur l'évidence, sur ce qui est visible, ce qui serait pour moi le contraire de la foi, où il fallait croire le professeur sur parole. Alors qu'aujourd'hui, on cherche cette évidence, que ce soit là, entre nous. Est-ce que ça fait difficulté à l'enseignement de la psychanalyse, à la formation des jeunes collègues qui viennent nous voir et qui demandent ce certificat? Malheureusement, je crois que ce qui était attendu par les analystes en formation, c'est essentiellement d'être conforme. Le conformisme. Le conformisme venu à la place de la formation. Autrement dit, il s'agit de savoir jongler avec les concepts qui ont été recueillis au cours de cette formation et de savoir faire les gestes qui caractériseraient l'action, la présentation du psychanalyste, n'est-ce pas? Je crois que ça n'est qu'un aspect de la fragilité, la suggestibilité qui sont caractéristiques de notre espèce. Et c'est pourquoi nous sommes souvent mécontents de l'enseignement qui est distribué chez nous-mêmes, parce que nous en attendons, nous en espérons d'autres effets que ceux qui seraient simplement, je dirais, bêtement, ceux du conformisme.
comme vous le savez, c'est assez difficile à vaincre. Mais il y aurait sûrement un colloque à faire sur l'enseignement. Vous savez que Lacan, en intitulant ses cours séminaires, c'était beaucoup moins un enseignement qu'il voulait faire qu'une sorte de participation collective, d'élaboration collective à ce qui serait justement le réel spécifique de la psychanalyse. C'est pas un hasard s'il a appelé, je dirais, son activité séminaire. Mais comme nous le savons, il n'a pas trouvé les séminaristes. C'est ce que vous dites souvent, hein, qu'il manquait de compagnons ou de... Il en a constamment manqué. Constamment manqué, de telle sorte que ça s'est terminé dans un climat très désobligeant à l'endroit de ceux qui suivaient son enseignement, et que vous notez facilement que dans les derniers séminaires, il ne s'adresse plus aux psychanalystes. Comment, en termes d'adresse, puisque vous dites qu'il ne s'adresse plus aux psychanalystes, qu'est-ce qu'on pourrait dire de notre adresse à nous, Association lacanienne internationale, une association qui, pour moi, d'ailleurs, rejoint cette question sur l'éthique de Lacan, dans le sens où jamais je n'ai entendu que l'association fasse barrage, par exemple, au désir de quelqu'un qui posait une question ou qui avait une question parfois plus intéressante, parfois un peu moins, mais qui a fait que, justement, notre association a des axes très importants comme la topologie, les addictions, le traumatisme, les enfants, le transsexualisme qu'aujourd'hui on appelle transgenre, par exemple. Ça a été des vrais sujets traités par nos collègues. Quel est, vous qui, il y a 2 décennies, avec L'Homme sans gravité, avez fait ce constat, ce témoignage d'un, je dirais, un centre de gravité qui s'est déplacé au niveau social, quel peut être un enjeu à venir? Parce que ce sont des journées où on a envie aussi de se projeter. Qu'est-ce qu'on va faire pour les prochains 40 ans de l'association lacanienne? Quel peut être l'écueil ou au contraire un projet, une boussole éventuellement pour la transmission de la psychanalyse? Pour répondre à votre question, il faudrait avoir de l'optimisme. Or, on ne voit pas très bien ce qui, cet optimisme, peut aujourd'hui l'alimenter. En revanche, on voit très bien comment ce qu'a fait Lacan est en train, je dirais, de se perdre dans les sables, y compris chez ceux qui passent leur temps à l'annonner, je dirais, font du fait de l'annonner leur devoir spirituel et intellectuel. Et ce qui fait que le caractère essentiel de ce qu'il faut bien appeler la découverte faite par Lacan, et dont lui-même n'a jamais parlé en ces termes. Comment ce point essentiel, c'est-à-dire la manière dont nous sommes entièrement fabriqués par le signifiant, par le langage, et comment nous sommes des créatures fantoches
ce point essentiel a toutes les raisons de se perdre, de telle sorte qu'on peut être intrigué avec la question, mais est-ce que cet enseignement sera en mesure un jour de ressurgir? Et si c'est le cas, de quelle façon, par quelle voie, dans quelle discipline? Est-ce que ce sera la psychanalyse? La psychanalyse continuera de s'exercer en tant que pratique, mais comme de la même façon qu'elle a été pratiquée du temps de Freud, comme pratique qui ne sait pas très bien ce qu'elle fait, ni comment elle le fait. Ce qui n'est pas la discréditer pour autant, c'est le cas de nombreuses autres pratiques. Mais comment la leçon, l'enseignement à proprement parler de Lacan ressurgira, s'il doit ressurgir un jour, je dois dire qu'actuellement, il n'y a aucune référence, aucune zone, aucun type d'articulation qui nous donne l'idée d'un retour possible. Est-ce que ce sera par l'art? Est-ce que ce sera par la littérature, le théâtre? On ne sait rien. Et peut-être que ce sera jamais et que ce sera perdu. C'est possible également. Mais puisque nous faisons tout ça pour l'association, imaginons, avec cette fois-ci un peu d'espoir et d'optimisme, qu'elle ne sera pas sans action et sans décision, dont justement les problèmes qui vont se poser dans les décennies à venir et qui concernent ce point majeur. Est-ce que la découverte la plus essentielle qui ait jamais été, et qui est celle qu'a faite Lacan, est destinée à être perdue, ou bien est-ce qu'il y en aura comme ça quelques-uns, quelques égarés comme ça, quelques farfelus, qui seront en mesure de persévérer et de la faire valoir, ce qui a beaucoup de conséquences. Beaucoup. Peut-être que c'est sur ce mot que j'aimerais conclure avec un souvenir. Nous avions en 91-92 un groupe analystes en formation au sein de l'association qui souhaitions traduire littéraire, en même temps en espagnol et en portugais. Je ne vous dis pas, il y avait un tiers de francophones, un tiers d'hispanophones et un tiers de lusophones. Et un jour, agacé par une difficulté de traduction, j'étais venu vous voir et je vous avais demandé comment traduire un terme qui était impossible à traduire. Parce que jeu de mots, parce que je ne sais plus exactement lequel. Et vous m'aviez dit, quelque chose qui a été très formateur pour moi, il ne faut pas faire du Lacan, mais il faut entendre ce qu'il dit là et le faire dans l'autre langue. Et quand je dis que ça a été très formateur, parce que ça ne vaut pas seulement pour une traduction qui se heurte à un impossible, mais un peu comme vous êtes en train de le dire, pour l'enseignement de Lacan. Il ne faut pas faire seulement du Lacan ou du mêlement, mais justement être peut-être traversé et chacun travailler, comme vous l'avez dit ces dernières années aussi, à partir de ce qui fait difficulté, de ce à quoi on se heurte. Est-ce que c'est du mêlement dit comme ça? Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous le dites? Écoutez, si je l'ai dit, j'ai intérêt, comment dirais-je, à ne pas me désavouer. Mais je ne pense pas qu'il y ait lieu spécialement à récusation de ce genre de formulation, encore que
les concepts de Lacan étaient très soigneusement pesés par lui. Très soigneusement pesés. Pour nous, ça nous est familier. Mais le concept d'autre, c'est un concept dont la simplicité est extrêmement savante. Nous n'entendons même plus que « autre », c'est le nom que Lacan donne à ce qui chez Freud est l'unbewusst, l'inconscient. Je ne l'entends plus. Et si je trouve un autre nom que celui d'autre pour caractériser cette instance, ce n'est valable qu'à la condition de constituer un progrès. Lequel? On pourrait ouvrir un concours parmi nous. Qu'est-ce que vous proposez comme, on va dire, meilleur concept? Qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Concept d'autre. Et on pourrait conclure là-dessus. Si dans les démêlés actuels que nous avons concernant l'identité était reconnu que l'identité vraie de chacun d'entre nous, quelle que soit son origine et son apparence, que son identité vraie est autre, c'est-à-dire qu'elle lui échappe. Vous voyez tout de suite les répercussions sociales et politiques d'un tel concept. Donc vous avez raison, le choix du concept est essentiel, mais il faut être vigilant sur ce qu'en sont les conséquences. Là, en l'occurrence, celui d'autre, s'il avait été reconnu par la culture, l'autre lacanien, aurait des effets majeurs. Des effets politiques et même sociaux, par exemple. Parce que nous sommes tous frères et sœurs en altérité. C'est très joliment dit. Merci beaucoup, Monsieur Mellemort. Merci, Omar. Et donc... merci pour vos questions. Nous vous convions à ces journées, le 18 et 19 juin prochain, pour profiter donc de ce temps de travail et de compagnonnage, j'allais dire. Merci.